Bonjour, TV76 de Pointe-de-Caux s'est déplacé aujourd'hui à Allouville-Bellefosse où nous allons aller à la découverte et à la rencontre de Johanna Chopin, animatrice pédagogique à l'association Chêne. Alors bonjour Johanna, donc merci de recevoir TV76 Pointe-de-Caux. C'est la première fois qu'on vient à l'association Chêne, vous allez nous présenter cette association. Donc votre rôle c'est d'être animatrice pédagogique. C'est ça. Donc l'association Chêne est un centre de sauvegarde pour faune sauvage. On accueille gratuitement les animaux sauvages blessés, on les soigne, on les relâche dans la nature. On n'a absolument pas vocation à les garder, ils doivent repartir. Et mon métier en tant qu'animatrice est d'expliquer ce qui se passe au sein de notre centre au grand public. Donc par le musée qui est ici, qui est ouvert à tout le monde l'après-midi, et par des animations scolaires que nous faisons avec les écoles primaires, collèges, lycées. Donc là, vous accueillez un public assez large. Donc ça peut être des adultes, des retraités, des enfants avec leurs professeurs ou instituteurs. Voilà. Et donc ils peuvent découvrir un petit peu toute la faune normande. C'est ça, on accueille absolument tout le monde. Donc il y a un droit d'entrée qui permet de générer des fonds pour le centre, donc pour la sauvegarde des animaux. Et en fait, là, on est face à des animaux naturalisés qui ont été faits ici. Donc ils sont remis dans leur milieu afin d'expliquer aux gens ce qu'est un animal sauvage et qu'il y en a en Normandie, et lesquels surtout. Et on change d'exposition tous les ans. L'année prochaine, on fera une exposition sur le métier de soigneur animalier, avec une mise en scène de notre métier qui est assez méconnu. Car c'est un métier magnifique, mais soigner une belette ou soigner un rapace, ou un renard, c'est pas la même chose. Exactement, c'est spécifique à chaque animal. Et vous recevez aussi des phoques de mer. Oui, exactement. Et tout à l'heure, nous allons avoir la chance d'avoir l'arrivée. Oui, normalement. Normalement, on a un phoque qui est censé arriver. Et il arriverait d'où? Alors celui-là, il arriverait d'à côté de Deauville, donc dans le Calvados. Il a été vu sur la plage. Donc nous avons un réseau de bénévoles et de partenaires, d'associations partenaires qui nous aident. Notamment là, le groupe mammalogique normand qui s'est occupé du coup de suivi de cet animal. Et là, c'est l'ONCFS qui le rapatrierait. Donc on fait un covoiturage là jusqu'au pont de Normandie, puis ensuite nous on le prend en charge. Mais on a beaucoup de phoques qui viennent de baie de Somme. On fait vraiment toute la côte normande. Donc tout le quartier ouest-nord. C'est ça, on fait ça couvre quand même pas mal de côtes. C'est ça, c'est vrai qu'on est quand même très sollicité. Après, il faut savoir que le monde des centres de sauvegarde est assez fragile en ce moment. Il faut savoir qu'entre Calais et nous, avant il y avait 2 centres qui n'existent plus. Donc entre Calais et nous, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Voilà. Donc vous êtes les seuls en Normandie à pouvoir accueillir ces animaux. Alors en Normandie, il y a 3 centres, mais nous sommes le seul agréé qui puisse accueillir tous les animaux sauvages. Il y en a un autre dans la Manche qui est spécialisé dans les oiseaux marins, et il y en a un autre à Lisieux qui accueille les animaux sauvages, mais qui n'est pas agréé UFCS, Union Française des Centres de Sauvegarde. Donc actuellement, vous êtes combien à travailler sur l'association Chêne? Alors on est 7 salariés, 4 en temps plein, 3 en temps partiel, et on est soutenu par de très nombreux bénévoles, plus de 120 par an, et de nombreux stagiaires. Et les financements pour faire vivre le centre, et vous avez des dons, vous avez... Oui. Alors nous fonctionnons par dons privés, mais surtout par subvention. On a la région Normandie qui nous soutient vraiment très bien. Conseil général, conseil régional. C'est ça. On a le département de Seine-Maritime, on a également le département du Calvados et de la Manche. Le département de l'Eure ne nous soutient pas pour l'instant, mais on espère qu'il change d'avis, car on a beaucoup d'animaux qui viennent de l'Eure. On a également tout ce qui est dons privés, mais également mécénat d'entreprise. On a par exemple Leclerc qui nous fournit en fruits et légumes périmés, donc on puisse donner aux animaux. Donc ce sont les non vendus et les invendables. On a l'entreprise Toshiba qui nous a mis à disposition une imprimante professionnelle pour qu'on puisse faire toutes nos impressions administratives. Enfin, dès qu'on peut générer un petit peu de finances ou essayer de faire des économies sur un autre point, on va mettre en place des partenariats. Et vous financez aussi le matériel? Oui, mais exactement. De toute façon, rien que là, le musée, l'espace d'accueil, ça c'est un bâtiment qui a été construit il y a 4 ans, donc forcément il faut avoir des finances pour ça. Mais également tout ce qui est matériel pour les animaux. Par exemple, tout ce qui est carton, boîte, on va essayer de faire de la récupération. Mais il y a certaines fois, on est obligé d'acheter, ça c'est sûr. Surtout de l'alimentation. Alors comment vous recrutez les bénévoles? Parce que c'est pas n'importe qui peut faire ce type de bénévolat. Alors tout le monde peut venir en fait, et en fait on forme. C'est-à-dire que vous nous envoyez un mail avec vos disponibilités, on voit si vous êtes enthousiaste ou pas. On fait une journée d'essai. Si la journée d'essai s'avère concluante, on va vous former sur ce qu'il y a à faire. Et on a aujourd'hui des bénévoles, ça fait 7 ans qu'ils viennent par exemple tous les mardis ou tous les samedis, et ils sont aussi agréés qu'un soigneur qualifié. Alors vous faites souvent appel à des vétérinaires parce que vous avez aussi
sont blessés, vous pouvez recevoir une biche qui s'est fait percuter par un véhicule. Donc là, comment ça se passe? C'est le vétérinaire qui vient, vous faites appel à lui, il vient bénévolement ou vous êtes obligé de le payer? Non, on a des partenariats avec les vétérinaires, donc c'est du bénévolat. Il faut savoir qu'on fait appel aux vétérinaires quand il y a besoin de faire une chirurgie. Par exemple, on pose des broches très régulièrement sur des oiseaux qui ont une aile cassée, une fracture, ce genre de choses. Mais on peut aussi, on a déjà eu le cas, la reconstruction de la mâchoire d'un renard qui s'est fait percuter. Donc là, on va avoir. Donc là, c'est la grosse chirurgie. La grosse chirurgie. Donc vous avez un bloc opératoire. Alors, soit on transfère l'animal au cabinet vétérinaire, soit c'est une petite chirurgie, on peut le faire au sein de notre. Carrément au centre. Voilà, au sein de notre centre. Donc nous allons découvrir par la suite avec vous et on aura la prise de vue. On va le découvrir ensemble. Découvrir après à nos téléspectateurs sur TV76.2 Co. Alors là, on a quel type d'animal? C'est des fouines? Alors là, oui, on est face en fait à fouine, belette, martre des pins, putois et hermine. Alors ça, c'est une... Celle-ci? Oui. Alors vous avez ici, donc ça c'est pour le bien, grand public. Donc je vous laisse essayer de découvrir. Donc celle qui est plus à gauche. Branche, c'est un putois d'Europe. Exactement. Voilà. À côté. Derrière, on a la martre de pin. Alors c'est la fouine, celle-ci. Ah, c'est la fouine. Ouais. Donc je me suis trompé. Alors ici, on a une grosse bébête. C'est la martre, celle-ci. Et là, c'est la martre. Voilà. Et puis le tout petit qui est sur la branche, c'est... Le tout petit qui est ici, c'est la belette. C'est la belette. C'est vrai qu'on a souvent une vision de la belette qui est très plus grosse. Grosse, oui. Ouais, mais non, c'est un tout petit animal. Et nous avons du coup sa cousine qui est là, qui est l'hermine. Donc à l'image, mon caméraman, t'arrives à me choper l'hermine. Donc c'est le nom aussi d'un bateau, l'hermine. Et là, on a une... Voilà, une cigogne. Cigogne. Donc maintenant, on en voit de plus en plus sur notre région. On a des colonies sur la réserve naturelle de l'estuaire, car il y a des poteaux qui ont été mis. Près de Tancarville. Au niveau du Havre, exactement, voilà, près de Tancarville. Et nous avons régulièrement des appels pour nous dire oui, il y a une cigogne qui a élu domicile chez moi. Bah, c'est bien, profitez-en. Oui. Oui, mais bon, ça a un petit peu dérangeant, non? Ça fait des dégâts? Pas forcément. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de coups de fil disant oui, j'ai cet animal, il m'embête. La première question qu'on pose, c'est est-ce qu'il vous embête vraiment? Ou est-ce qu'il vous dérange un petit peu dans votre confort d'humain? Donc forcément, c'est une question qu'il faut se poser. Après, nous, on est dans une logique très simple, c'est que si l'animal a décidé d'habiter là, c'est qu'il considère que c'est le meilleur endroit au monde. Si c'est plus le meilleur endroit au monde, il partira. On a par exemple beaucoup de personnes qui nous appellent pour des fouines ou des belettes qui sont dans les greniers. Oui, mais ça, nous, c'est pas notre rôle. Faut pas oublier que nous, on est la petite Suisse normande pour les animaux sauvages, c'est-à-dire oui, qu'on on est a neutre. tout près Voilà. le marais Bernier. Voilà. Donc, dans le marais Bernier, ils peuvent Il y a beaucoup d'animaux. se poser. Exactement. Oui. Et surtout, nous, on est totalement neutre. On n'est pas militant, on est apolitisé. Nous, on est là pour les soins, uniquement pour les soins. Le côté militantisme, c'est pas notre association. Et la préservation de l'animal. Voilà, exactement. Nous, on est là pour l'animal qui est accueilli. Notre objectif, c'est de le relâcher, on s'arrête là. Donc on est vraiment dans cet objectif-là de soins. On n'est pas là pour polémiquer sur est-ce que l'animal doit être là ou pas. Donc à l'année, vous recevez à peu près combien de coups de fil de particuliers en vous disant voilà, on est dans un problématique, on vient de trouver un petit écureuil dans le bois qui est blessé. Alors les coups de fil, on aimerait bien avoir le chiffre exact, mais notre fournisseur téléphonique n'est pas capable de nous le donner. Mais on est à plus, en haute saison, on est à plus de 50 coups de fil par jour. On doit frôler les 100, sincèrement. C'est-à-dire qu'on a une personne en temps plein au téléphone. On a aussi les mails à côté, on a les personnes sur les réseaux sociaux qui nous contactent également. C'est une journée en temps plein, sincèrement. Alors là, on a eu le problème de la canicule là, cet été. Donc vous avez eu beaucoup de soucis. On a eu beaucoup d'animaux surtout. En fait, on a eu 2058 animaux l'année dernière. Là, on a dépassé les 2000 là, au mois d'août. Donc ça veut dire que cette année... les 2000 animaux au mois d'août. Au mois d'août. Sur contre, un mois. Voilà. Enfin non, sur l'année complète. L'année complète, de janvier à août. Et alors que l'année dernière, sur toute l'année, on a eu 2058. Donc en fait, les deux périodes de canicule que nous avons eues cette année a créé du coup des problèmes de petites tombées du nid. Et on a eu plus de 300 animaux en soins en même temps. Et là, on a vraiment eu un gros rush cet été. On n'avait jamais vu ça. Donc vous avez été un peu débordé. On a fait avec, c'est-à-dire qu'on a fait appel à plus de bénévoles, on a moins dormi, mais on ne se laisse pas déborder. Parce que vous êtes ouvert 24 heures.
Alors, on dort quand même. Mais vous êtes sur place. On est ouvert 7 jours sur 7. 7 jours mais sur on a 7. toujours des bénévoles sur place. C'est-à-dire que s'il y a besoin d'un nourrissage la nuit, on a des équipes qui tournent la nuit ou qui tournent la journée. Donc par exemple pour les hérissons, on peut faire des nourrissages la nuit toutes les 3 heures. Donc là on va faire un système d'équipe de divisé en deux. Une la journée, une la nuit. Donc il y a plus disons, les bénévoles quand ils viennent, ils peuvent aimer plus les rapaces, plus les oiseaux, les phoques. Ils demandent à avoir des postes un peu... Alors ça arrive pas souvent qu'il y ait vraiment des demandes parce que la plupart du temps, comme on les forme surtout, ils sont capables de tout. Si vraiment on voit qu'il y a une crainte de certains animaux, on va pas les obliger à s'en occuper. Mais la plupart du temps, les bénévoles font tout. C'est-à-dire qu'il y a une journée, ils s'occupent des animaux en extérieur, l'autre jour, ils sont en nurserie, l'autre jour en animalerie. Donc ça tourne. Ça tourne tout le temps. Voilà. On ne va pas créer de routine chez le bénévole parce qu'il est là pour nous aider, autant qu'il s'amuse en même temps. Alors c'était aussi un centre qui a accueilli il y a quelques années pendant la période de l'ERICA, qui avait échoué avec le mazout. Donc c'est ici qu'ils ont été tous traités. Alors nous avons eu la plupart qui sont venus ici, mais il y avait également un autre spot. Alors j'ai le mot boulet en tête, mais parce que j'ai vu un article de presse là-dessus. Mais c'était une friche industrielle qui avait été réquisitionnée. Et là, l'ERICA, moi personnellement, je ne l'ai pas vécu, mais quand on voit les articles de presse, on se rend compte Donc que c'est pas ingérable. souhaité de... Ah non, clairement pas. Non, on est tous d'accord. Donc là, on a cigogne, on va se tourner, on va aller vers les milieux humides, vous appelez les milieux humides. Donc c'est canards, c'est... Tous les animaux qu'on peut retrouver en milieu humide, on a fait le choix de les présenter par rapport à leur milieu naturel. Car on veut toujours faire comprendre aux gens que l'animal vit dans la nature et que ce n'est pas à nous de transformer leur maison. Donc le milieu humide, tout ce qui est canard, en effet, mais également des rapaces, comme le balbuzard pêcheur, qui n'est pas un rapace très connu. Alors là, je vois un petit oiseau avec un long bec. Oui. Je vais essayer de me repérer. Donc ça doit être le D. Ouais. Et là, c'est un martin pêcheur. C'est ça, avec du bleu magnifique. Un des plus beaux oiseaux que nous avons en Normandie. Donc ça, on le trouve plutôt dans le Marais-Vernier. Exactement, voilà. C'est tout ce qui est rivière, milieu humide, tout ce qui est mare, étang. Il va être par là. Alors, le martin pêcheur, c'est un oiseau qu'on trouve assez souvent dans la région. Oui, c'est un oiseau récurrent ici. Hein. On ne l'a pas régulièrement au sein de notre centre de soins parce que c'est un oiseau tout petit et très discret. Mais en Normandie, les populations sont bien présentes. Alors là, on a un canard avec les ailes. Vous voyez. Alors c'est quel type de canard? Là, c'est une canne colvert. Une canne colvert. C'est ça. Donc le col, bon, on le voit pas. Alors là, c'est la femelle. C'est la femelle. Voilà, mais le mâle, il a vraiment le col qui est vert. Exactement. Et lors des animations avec les enfants, c'est ce que j'explique. La canne est avec des couleurs toutes douces, car elle va protéger le nid en faisant la combinaison. Et le mâle, il doit avoir des lumières des couleurs chatoyantes pour draguer la femelle. C'est comme ça que ça marche. Donc, voilà, donc c'est toute une histoire. Voilà, la nature fait toujours bien les choses. Si elle fait quelque chose, c'est qu'il y a une raison, il faut juste la comprendre. On va avancer. Donc Johanna, là, nous sommes devant un oiseau qui est assez grand, assez impressionnant. Donc c'est quelle race? Alors là, c'est un balbuzard pêcheur. Et point important, mais ça c'est ce que j'explique aussi à tout le monde, on parle d'espèces pour les animaux sauvages. Donc race, c'est pour les animaux domestiques. Voilà. Et là, c'est espèce. C'est ça, c'est des termes qu'il faut... Technique. Voilà, mais on essaye de l'expliquer aux gens. On arrive après à comprendre la différence. C'est ça, qu'on fasse vraiment une différence entre l'animal domestique qui est à la maison, on s'occupe de lui, l'animal sauvage qui vit tout seul. Donc, c'est une espèce. C'est ça. Donc derrière, on voit aussi, c'est une bestiole assez bizarre qui me regarde assez méchamment. Donc c'est quoi? C'est la loutre d'Europe. La loutre d'Europe. Oui, et ça vit près des marais. C'est ça, en fait ça vit dans les rivières la plupart du temps. Et on a le groupe mammalogique normand qui font un suivi sur ces loutres d'Europe pour voir si les populations se portent bien ou pas. Donc comment ils pratiquent? C'est des suivis naturalistes, c'est-à-dire qu'on est sur le terrain, on cherche des traces. Donc par exemple des traces de pâte, des traces de sel ou de crottes. Et du coup ça permet de voir si c'est habité ou pas.
On peut réussir à en voir de temps en temps avec des longues vues, mais voilà, ça c'est le travail des naturalistes que font le groupe ornithologique normand, la LPO, pour les oiseaux, ou le groupe ornithologique normand également pour les oiseaux. Donc il faut vraiment être calme, posé, Ah pour oui. pouvoir, pas de bruit, pour pouvoir avoir accès éventuellement à faire une photo, C'est ça, c'est à un l'apercevoir outil dans les pratique. jumelles. Voilà. Et à côté, nous avons un... Alors, ça, j'en ai déjà vu. Comment ça s'appelle C'est le héron cendré. Oui, les deux, oui. Et là, on en a beaucoup dans la région. Oui, la population se porte bien des hérons, oui. Donc ils aiment pêcher. C'est pour ça qu'ils vont vers Donc les ils mers. sont beaucoup en bordure de falaise, en marais. Voilà, dès qu'il y a de l'eau. Dès qu'il y a de l'eau, voilà. Toujours ils sont milieu présents. humide. Exactement. Alors, actuellement, est-ce qu'on peut recenser une colonie Au niveau des hérons, il n'y a pas de notion de colonie au niveau des hérons. C'est beaucoup d'individus assez erratiques. Donc la population se porte bien. Après les chiffres, je ne les connais pas. Mais Et ça émigre? les hérons, à ma connaissance, non. Non. Mais après, Ça reste. normalement, ça reste. Normalement. Après, je dois avouer que je ne suis pas au fait parfois de toutes les espèces, hein, quand on voit tout ce qu'il y a. Là, on va passer sur le littoral. Oui. Donc, on voit la porte d'Étretat. On voit pas l'aiguille creuse d'Arsène Lupin. Thème, oui. Mais là, on voit. Alors, ça, c'est des goélands. Alors là, c'est des fous de bassin. Fous de bassin. Les goélands, il est ici. Donc, il est plus petit. Beaucoup plus petit. Beaucoup plus petit. Donc, le fou de bassin, c'est l'oiseau qui plonge pour aller chercher sa nourriture. Exactement, c'est mon oiseau préféré, pour être sincère avec vous. Tout simplement parce que la nature lui a tout donné. Une vue perçante pour voir les bancs de poissons sous l'eau, quand même, il faut le faire. Et il est assez magique parce qu'il a un mécanisme interne qui fait que lorsque le bec touche l'eau, il y a son corps qui va s'allonger, donc les ailes vont se mettre sur le côté, pour faire le moins de bruit possible quand il rentre dans l'eau. Donc aérodynamisme. Exactement, c'est de l'aérodynamisme. Après, ce sont des animaux qui restent dangereux, c'est-à-dire que il a une telle puissance dans la mâchoire qu'il peut vous exploser les os de votre poignet. Hein. Et en plus de ça, sur le côté du bec, il a des sortes de rasoirs, donc il vous le coupe. Donc, ça, il peut en fait nous faire très mal. Voilà. Donc c'est un oiseau que lorsque nous l'avons en soin, nous mettons des gants de fauconnier et nous faisons énormément attention. Parce que ça reste des oiseaux qui peuvent faire mal à notre éleveur. Alors, il y a des plus petits oiseaux, là, il y en a deux, avec un petit poisson dans le bec qu'on voit. Donc c'est quel type d'oiseau? Alors nous les avons ici. Donc il y a la sterne, Pierre Gardin, qui est la première, et qui est suivie par le lab parasite. Donc ce sont différents oiseaux. Il faut savoir que bien sûr dans le littoral comme dans le milieu humide, il y a plein d'autres animaux. Hein. On a vraiment mis que les plus connus. Mais ça permet déjà de montrer au public que il y a du monde. Quand on va à la plage et qu'on va se promener, c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils sont pas là. La plupart du temps, on va dire oui, j'ai vu un goéland, j'ai vu une mouette. À côté, il y en a plein d'autres. C'est juste qu'on les voit moins, ils sont plus timides. Alors là, on parlait tout à l'heure des phoques de mer. Donc là, il y a deux spécimens. C'est ça. Et pourquoi on les retrouve maintenant sur nos plages? Alors, il y a un problème. La planète est déréglée. Non, c'est normal. Tout simplement, en fait, les phoques vaumarins et les phoques gris ont toujours été sur les côtes normandes. C'est juste qu'ils ont été décimés à un moment donné de la vie humaine et que tout simplement ils sont en train de recoloniser les endroits où ils étaient avant. Donc il n'y a pas de problème de changement climatique, c'est juste que l'humain a légèrement oublié qu'il était là avant. Donc c'est aussi notre travail, par exemple lorsqu'on va relâcher un phoque, d'expliquer aux gens, oui, peut-être que quand vous étiez petit vous en voyez pas, mais il y a 600 ans ils étaient déjà là. Donc il faut arrêter de voir avec le côté humain, il faut voir beaucoup plus longtemps. C'est nous qui avons déréglé, c'est pas tant la nature. Le problème aussi qui se passe, c'est que l'eau, les océans arrivent à être tellement pollués qu'il y a aussi des blessures. Donc dû à quoi? C'est le plastique, c'est les filets de pêche? On a de tout, sincèrement. Par exemple, on a eu il y a quelques années un phoque qui était totalement brûlé au niveau de la poitrine. Ça, c'est quelqu'un qui s'est dit « Oh, je vais aller renverser un bidon d'acide sur la plage. » Voilà, le phoque s'est mis dedans. On va en avoir d'autres, ils viennent avec des commotions ou des hémorragies. Là, on pense qu'il y a eu maltraitance, en tout cas une envie de nuire à l'animal. Il y a des animaux qui viennent avec du plastique. On a reçu un animal, un fulmar boréal, qui avait le jabot plein de plastique. Donc oui, c'est sûr, il y a de la pollution, donc nous on fait ce qu'on peut.
Après, c'est aussi le rôle de tout le monde de faire en sorte que la nature reste viable pour ces animaux. Car on va avoir du mal à sauver tout le monde si tous les animaux de rien que de la Normandie viennent chez nous. Ça va être un peu compliqué. Donc voilà. Donc voilà, et puis là, c'est les oiseaux plus qui se retrouvent anichés dans les trous de, Voilà, et on a notamment de le frais de faucon falaise. pèlerin. Alors, le petit oiseau, c'est un faucon pèlerin. Donc on entend beaucoup parler souvent dans des films, documentaires du faucon pèlerin. J'en avais jamais vu. Et moi je voyais ça, mais immense. Comme tout le monde. Quand on dit faucon, les gens s'attendent à un aigle. Oui. Non, faucon pèlerin est derrière son cousin, le faucon fresserelle. C'est un très petit rapace. Donc celui-là, oui. Celui-là. Et là, nous avons une chouette. C'est ça, la chouette hulotte en haut. Hulotte. Avec en dessous le hibou moyen-duc, ici le hibou des marais, la chouette effraie, et puis la chevêche d'Athéna, qui est là à sa taille adulte. La chevêche d'Athéna est vraiment toute petite. Donc ça, c'est aussi important de montrer des animaux naturalisés pour montrer les couleurs, mais surtout la taille. La taille, quand oui, on parce regarde que un fou de passant, voilà. on se rend pas compte. C'est vrai que moi, quand on me parlait faucon pèlerin, moi je voyais ça, mais énorme. oui, comme beaucoup de gens. C'est pour ça que je suis un peu étonné de voir. Ah, on a des gens, j'ai même une personne qui m'a dit, vous êtes sûr que c'est un faucon? Oui. Oui, je sais. Et nous avons aussi les lièvres. C'est ça, lièvre. Maintenant, on va passer plus sur campagne. La campagne. Donc là, on a le lièvre à taille adulte. C'est ça. Avec les oreilles bien, voilà, bien droites. Qui courent dans les champs. Des fois, ça nous arrive d'en voir ils sont de là, temps en temps, à la coucher de la nuit. Ils sont chez eux. Et puis le fameux renard. Oui, notre ami. Notre ami, voilà, le renard. Les renards ici. Nous avons du coup régulièrement des renardeaux qui sont pris en soin. Donc le renard qui est mis en situation avec son moyen copain le blaireau. Parce que le renard, on dit souvent qu'il est rusé, mais en fait c'est surtout que c'est un gros flemmard. Donc il va laisser le blaireau construire son terrier, et quand le blaireau va partir... Le blaireau, c'est les deux là. Les deux là. Voilà, exactement. Donc là, il sort du terrier, et là, on pourrait dire que lui, il prend la fuite. Ils vont faire leur vie, disons. Ils vont faire leur vie, puis le Alors renard, ça vit plus la nuit que le jour? Oui, il faut savoir que la plupart des animaux sauvages sont nocturnes. Et en fait, c'est simplement dû au fait que l'humain, lui, la nuit, il dort. Et que la nature est changeante. Ils sont plus tranquilles la nuit Exactement. Que le jour. C'est ça. Et puis ici, je vois une petite taupe blanche. C'est ça. Et une petite taupe grise. La taupe albinos. Albinos. Voilà. L'albinisme est également dans la nature. Donc ça nous arrive d'avoir des animaux albinos. Alors les hérissons, c'est une espèce qui est protégée. Bien sûr. Donc vous en recevez beaucoup. Oui. Donc ça vit combien de temps un hérisson? Dans la nature, c'est quelques années. Oui, ça reste des animaux qui sont fragiles. Et il faut savoir qu'il y a peu d'animaux sauvages qui meurent de leur belle mort. Ça reste la plupart du temps une prédation ou une maladie. À cause aussi des véhicules? De tout, sincèrement. Voilà. Aujourd'hui, c'est compliqué de dire oui, c'est parce qu'il y a des pesticides, oui, c'est à cause des voitures, c'est à cause du réchauffement, c'est un tout. C'est dû dans leur déplacement, c'est dû au fait qu'ils sont petits, ils sont fragiles, mais comme tous les animaux, par exemple, on parle souvent des phoques, mais quand on regarde le squelette d'un phoque, il a 4 pattes. Donc ça veut dire que le phoque, avant, il était sur Terre. Et que la nature lui a permis de garder son squelette de mammifère terrestre. Et que peut-être un jour, il pourrait revenir sur Terre. Voilà. C'est l'évolution. Exactement. Et là, on rentre plus dans la forêt. C'est ça. Donc là, il y a un magnifique oiseau avec des plumes bleues, avec du marron beige. C'est quel type d'oiseau? C'est le jet des chênes. Donc un oiseau avec des plumes bleues magnifiques. Mais surtout, c'est un oiseau qui aime se moquer des autres. Parce qu'en fait, il va imiter le bruit des autres oiseaux pour se protéger. Donc, par exemple... Donc c'est sa défense. C'est sa défense. Sauf qu'il a réussi à faire tourner en bourrique une de nos soigneurs. Parce qu'il a imité la chouette hulotte en pleine journée. Sauf que la chouette hulotte, elle est nocturne. Donc, il y a notre collègue qui s'est dit, mais je dis... Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, il a cherché la chouette hulotte partout. Et en fait, c'était lui qui était en train d'imiter la chouette hulotte. Mais ça rend dingue, hein, sincèrement. Ils aiment bien se moquer de nous, ces animaux. Alors,
ça vit plus dans les forêts de tout type de région ou c'est plus un Là, oiseau on est vraiment plus. Nous, on montre uniquement la faune normande. normand? C'est nous, là, c'est les forêts tempérées. Les Ah. forêts de chênes, de hêtres, vraiment. Donc là, ça loge plus dans le chêne, parce qu'il s'appelle Voilà, le chêne. j'ai des chênes, Donc voilà. il est protégé avec, disons, les C'est feuilles. ça, voilà. Il va se mettre dans un endroit où il est en sécurité et surtout où il peut partir très vite si besoin. Et là, on va tomber sur du plus gros. Avec ces deux petits... donc c'est une femelle. Mhm. Donc c'est Une lait. une lait. Et puis là, nous avons ces deux petits bébés. C'est ça. Donc vous avez souvent des... Alors, des marcassins, malheureusement, en fait, on a des gens qui nous appellent, mais c'est toujours compliqué, car les marcassins s'imprègnent trop à l'homme. C'est-à-dire que si on les élève, même en limitant les interactions humaines au maximum, ça reste des animaux qui deviendront des petits chiens. Donc, c'est toujours compliqué. Il y a des espèces comme ça qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Donc après, c'est les choix des centres. Nous, on choisit de ne pas les prendre. Il y a d'autres centres en France qui choisissent de les prendre. Après, ça, c'est en fonction du soigneur principal. Alors là, on va arriver sur la plus belle des petites bêtes qu'on peut trouver. Moi, quand je me réveille, des fois le matin, j'ouvre ma fenêtre. Pourtant, j'habite à Lillebonne, je suis dans le quartier du Toupin. Et ça nous arrive de voir deux petits écureuils qui sont en train de galoper dans les arbres. C'est magnifique. En plus, quand il y a un peu de soleil. Et est-ce que c'est un animal qu'on va voir disparaître d'ici quelques années? Nous, on n'a pas cette vision des choses parce qu'on accueille toujours autant d'individus. Donc, Vous en accueillez combien au à niveau l'année? des écureuils, on est sur une vingtaine à peu près. Je pourrais vous donner les chiffres exacts si vous souhaitez. Mais là, de tête, une vingtaine, oui. Souvent des bébés tombés du nid. Donc, il faut savoir que les nids sont faits très haut Très dans haut, les dans arbres. les arbres, Donc, quand oui. le bébé tombe, déjà, on ne peut pas le remettre dans le nid. Mhm. Et il y a des risques de commotion ou d'hémorragie. Donc là, on les prend en charge et puis on les élève. Mais c'est Et après, vous les relâchez on dès les que ça va relâche mieux. toujours, ouais. Tout animal soigné chez vous est relâché un jour ou l'autre. Exactement. Dès que c'est possible. Dès qu'ils les prennent. On n'a aucune vocation à les garder. C'est soit ils peuvent repartir, soit ils ne peuvent pas parce qu'ils sont trop blessés. Et puis là, nous avons aussi, tous les enfants connaissent Bambi. Donc là, nous avons un faon. Oui, qui est derrière, caché par les buissons. Et là, nous avons la maman, la chevrette. Donc la femme du chevreuil, à ne pas confondre avec la biche, qui est la femme du cerf. Du cerf. Voilà. Et on a parfois des moments très marrants avec les enfants. Quand j'ai essayé de leur faire deviner le mot faon, je leur ai dit, alors c'est quoi le bébé du chevreuil? Il y en a un qui m'a sorti un magnifique, c'est un flambi. Un mix entre faon et Bambi. Ça a fait flambi. Flamby. Et c'est compliqué de garder son sérieux en animation après ce genre de On choses. est obligé de rigoler. Et puis bon, on a le droit de rigoler. Oui, mais et c'est génial. C'est génial c'est avec vrai les que- enfants. Ouais. Donc ils connaissent tous l'histoire de Bambi. Donc on a le petit fond là, je sais pas si mon caméraman arrive. Non, on le verra tout à l'heure, Oui. on fera des images. Il est caché comme dans la vraie nature. Hein. Il est caché pour l'instant. Donc et puis là, de ce côté-là, c'est plus les nids. Vous avez fait une exposition avec des reptiles. Donc en Normandie, ce qu'on trouve, c'est la vipère Mhm. et puis La couleuvre à la collier. couleuvre. Donc est-ce que c'est dangereux une vipère? Comme tout animal, si vous l'embêtez. Alors une morsure, c'est tout de suite l'hôpital? Normalement, oui. Il faut enlever Le le venin. venin, voilà, mais la plupart du temps, il vaut quand même mieux aller voir un spécialiste. Nous, ce sont des animaux Alors qu'on peut ça, accueillir. c'est une vipère. Ah, c'est l'inverse. C'est Là, l'inverse. c'est la vipère péliade et là, c'est la couleuvre à collier. On la reconnaît avec ces petits stries blancs qui forment un collier. Donc ça, on peut se repérer. Donc là, ça c'est une vipère C'est ça. parce qu'elle a le V Oui, elle a la tête en V. en V. On voit vraiment le V, oui, en effet, de la tête. Alors il y a aussi les escargots. Oui. Donc maintenant c'est protégé les escargots. C'est une espèce. Je ne connais pas, je dois vous avouer le. Non, là c'est vraiment pour l'exposition, parce que l'exposition de cette année sur la maison des animaux, on n'a pas d'escargots en soi. Donc je dois avouer que je ne suis pas spécialiste des escargots. Alors là c'est des oiseaux. Donc là on a un corbeau, Merle noir. merle noir. Ouais.
Alors le corbeau, vous n'en avez pas? Alors on a sa cousine, la corneille. La cousine, la corneille. Oui. Donc le corbeau, c'est plus gros? C'est un petit peu plus gros, mais ça a surtout le bec beaucoup plus puissant. Après, il faut savoir que des corbeaux, on n'en a pas beaucoup en Normandie. C'est vraiment, la plupart du temps, c'est des corneilles. Mais on a le côté imaginaire enfantin qui fait qu'on dit que c'est des corbeaux. Alors, le petit rossignol, c'est... Là, c'est un rouge-gorge. Un rouge-gorge. Voilà. Les rossignols sur la région, c'est pas trop... On doit en avoir quelques-uns. Ouais. Là, j'en ai pas dans l'exposition, mais peut-être qu'on en accueille. Il faudra voir avec mes collègues soigneurs, ils auront peut-être plus d'infos là-dessus que moi. Bon, ben maintenant, nous allons aller à la rencontre des soigneurs. Vous accueillez aussi les nids de guêpes? Ça vous est arrivé? Alors, on en a récupéré, mais après ça, c'est pas notre, c'est pas notre appel à ressort. plutôt un apiculteur pour... Là, c'est clairement, nous, on prend pas en charge ce genre de choses. On prend que les animaux qui peuvent être là, soignés. je voyais voilà, l'intérieur d'un nid de guêpe voilà. pour l'expo. Alors, Johanna, là, nous nous trouvons devant un crâne que vous avez récupéré il y a une quinzaine d'années. C'est une baleine qui avait été échouée sur la plage du Havre. C'est ça, c'est un rorqual. Un rorqual. C'est dur à dire. Oui, mais bon, on s'y fait. Hein. Donc vous l'avez trouvé, vous avez été la chercher vous-même ou... Alors en fait, il a été retrouvé sur le Havre. Donc étant donné que notre équipe fait partie du réseau national des choix des mammifères marins, qui est mené par l'Observatoire Pélagis, on a été appelé sur place pour faire en fait la nécropsie in situ, donc prélèvement d'organes, prélèvement de peau. Et on s'est dit, du coup, c'est quand même une bête qu'on ne voit pas tous les jours. Et on va prendre le crâne et puis on va l'exposer au sein de notre musée. Alors, le crâne par lui-même, savez-vous à peu près combien de kilos ça fait? Ah, j'en sais rien du tout, je n'ai pas pesé. Je dois vous avouer que je n'ai pas vraiment Alors, envie. généralement, une baleine, ça peut être plusieurs tonnes. Ah, on parle en tonnes, oui, en effet. Tonnes. Donc, c'est rare quand même d'avoir ce type d'animal qui viennent s'échouer sur les plages. Alors, on a l'impression que c'est de plus en plus courant, mais après, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a un système d'information qui fait qu'on est de plus en plus au courant des choses. Mais c'est vrai que quand ils nous ont appelés en nous disant on a un rorqual au Havre, on a fait oui, on n'a pas la place dans nos piscines, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Non, mais il est mort. Ah. Donc, on va venir. Mais c'est vrai que, par exemple, si on donc, ils vous l'ont emmené entière, parce que là, on a... Alors, il était entier au Havre. Nous, on a récupéré que la tête pour l'amener ici. Parce qu'il fait quand même jusqu'à 27 mètres. Donc là, 27 mètres de longueur. Là, on a à peu près on a 3 mètres. 3 mètres 50 à peu près. Voilà. Donc on n'avait pas de place pour le corps, hein. Ça clairement. Donc là, les biologistes, les gens qui étaient au chêne à l'époque ont disséqué voilà, donc nous, en fait, le crâne pour récupérer... Donc nous, on fait le travail de prélèvement, mais comme énormément d'autres personnes qui ont ce qu'on appelle la carte verte. Et ensuite, du coup, ça part à l'Observatoire Pélagis qui, lui, va faire des analyses. D'autres analyses. Voilà, exactement. Complémentaires. C'est ça. Alors, bonjour Alain. Vous êtes responsable de l'antenne Chêne, l'association. Quel est votre rôle au sein de l'association? Alors, mon rôle principal, c'est responsable du centre de sauvegarde, mais je gère un petit peu différentes choses. Hein, mais l'activité principale, c'est le centre de sauvegarde, la faune sauvage. Donc vous gérez l'administratif? L'administratif, les animaux. Bon, il y a ma collègue qui me seconde énormément, c'est Laure Prévost, hein, qui sera ma future successrice. Et disons que je donne un coup de main au centre, mais je m'occupe aussi de tout ce qui est paperasse, comme on dit, hein, et tout ce qui est extérieur, parce qu'on fait partie aussi de plein de choses. Et donc, il faut s'occuper de toutes ces choses, comme des commissions, etc. Alors, quel type de diplôme vous avez pour justement... j'ai pas de diplôme, moi je suis autodidacte. Autodidacte, vous avez tout appris sur le tas. Sur le tas. Oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'y a pas... Le fait d'être soigneur animalier faune sauvage, c'est un métier qui n'existe pas. Hein, c'est-à-dire qu'on est les pionniers des centres de sauvegarde. Donc le centre va avoir l'année prochaine 40 ans. Et donc cette activité n'est pas propre qu'au chêne, hein. Il y a aussi d'autres centres. Donc le chêne est né en 1980? Oui. Et qui est-ce qui a créé ce... Alors à l'origine ils étaient plusieurs, donc ils ont créé c'était une association, hein, donc il y avait plusieurs personnes. Ensuite ces personnes se sont dissociées et à la fin il restait que Jean-Pierre Jacques qui a continué l'activité en tant que directeur.
Donc c'était un besoin réel sur cette zone. Bien sûr. Bon, en fin de compte, les centres de sauvegarde ont émergé surtout suite aux pollutions maritimes. Hein, Au moment de la Mococadie, voilà, l'Erika. Voilà. Donc on s'est rendu compte que les gens étaient impuissants, ils ne savaient pas quoi faire avec ces centaines, oiseaux, voire des milliers d'oiseaux mazoutés. Oui. Et ils étaient au dépourvu, alors c'était un peu du n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on lave l'oiseau, on le relâche, et on sait pertinemment que maintenant ces oiseaux sont morts, mais les gens faisaient ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils connaissaient. Et avec leurs propres moyens. Tout à fait. Donc ensuite, ça s'est un petit peu... les gens se sont un peu penchés sur le sujet, et donc au fil du temps, on a mis des techniques au point. Et en observant, en essayant, et on a réussi à sauver des oiseaux. Et là, c'est vraiment sauvé parce que c'est pas le tout de nettoyer un oiseau et de le relâcher. Le tout, c'est de le récupérer après. Parce que lâcher un mort, c'est pas dur. J'ai une image. Mais un oiseau, si vous voulez, du moment où vous l'avez démazouté, que vous le remettez dans la nature, porteur d'une bague, nous, on en a récupéré un 15 ans après. Donc il y a eu quand même un réel succès. Voilà. Parce que les probabilités aussi de retrouver ces oiseaux sont infimes. En plus, on n'a pas des quantités industrielles. Enfin, il n'y en a pas eu tant que ça de relâcher, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de dégâts sur une pollution. Hein. Parce que ce qui est le plus grave, c'est pas tellement ce qu'il y a sur le plumage, c'est ce que va ingérer l'oiseau. Donc ça va brûler dans son estomac, voilà. Oui, bien sûr. Il n'y a pas que l'estomac, tous les organes vont être touchés, hein, c'est une catastrophe. Et donc en fin de compte, à l'époque, ils tuaient les oiseaux qui étaient complètement englués, alors qu'ils n'ont pas eu le temps de se nettoyer, et cela était sauvable. Alors que ceux qui étaient à moitié propres, ils s'étaient déjà nettoyés, puis c'était foutu. Donc vous voyez, avec le temps, on connaît plus de choses. Vous avez pris du recul. Voilà, exactement, et c'est valable à tous les niveaux, au niveau maladie, au niveau fracture, réduire des fractures, comment immobiliser, aussi au niveau du substrat, c'est-à-dire où mettre les oiseaux, dans quelles conditions, pour qu'ils soient le mieux possible. Donc tout ça, ça s'acquiert avec le temps, avec l'observation. Et maintenant, on a les résultats que l'on a. Eh ben, merci Alain de toutes ces explications. Voilà, et puis bonne continuation. Merci bien. Merci. Alors là, Johanna, on se retrouve devant le bassin où sont actuellement, il y a 3 socles. Hein. Il y en a un qui est cassé. Et là, on ne s'approche pas trop. Pour quelle raison? Tout simplement que ce sont des animaux sauvages qui doivent rester sauvages, ils ne doivent pas être habitués à l'homme. Donc on minimise au maximum les interactions pour qu'ils aient la crainte de l'homme dans leur milieu naturel. Et ils ont vraiment la crainte de l'homme? Oui, clairement, si on va dans leur bassin pour simplement aller balayer un truc, vous leur donnez la main, ils vous mordent la main. Et l'homme est vraiment un prédateur pour eux? L'homme est un danger. Un danger, voilà. Plutôt un danger que ça. L'homme est un danger, c'est quelque chose de bizarre.
qui marche sur deux jambes, qui a des couleurs flashy, qu'on ne connaît pas. Et dans la nature, quand on ne connaît pas, on a peur, on s'en va. Alors avec le réchauffement climatique actuellement, on n'entend que ça. C'est un problème pour eux? Nous, on n'en voit pas, parce qu'on a une vision très court terme des choses, c'est-à-dire que nous accueillons autant de phoques qu'avant, avec les mêmes symptômes, on accueille des bébés de quelques jours ou des adultes blessés. Nous, sincèrement, le réchauffement climatique, par rapport aux accueils que nous avons, il n'y a rien de concret. Comme c'est quelque chose de très long, ce n'est pas palpable dans l'immédiat. Le phoque, généralement, c'est plus sur le Groenland, sur la Finlande. Et actuellement, on en voit de plus en plus sur nos côtes. Pourquoi? Alors, les phoques ont toujours été en France, c'est juste qu'on n'était plus habitués. Donc non, il y a toujours eu des phoques en Europe, en France. On a notamment fait un suivi par balise, où en fait on voyait les phoques qui allaient en Angleterre, qui redescendaient, qui revenaient, qui repartaient. Et on a eu une phoque qui a été relâchée en octobre dernier, donc qui est restée 3 mois chez nous. Un mois plus tard, elle a été vue dans le sud de l'Angleterre en train de faire bronzette. Donc ce sont des colonies naturelles. C'est juste qu'on a oublié un peu en tant qu'humain que les phoques étaient là avant. Donc là, actuellement, le chêne est habilité à poser des balises Alors on est tout à fait habilité à faire des suivis. Le seul problème, c'est les finances pour acheter les balises. Donc ça reste toujours le problème numéro 1. Mais là, on avait pu avoir des finances spécifiques à ce projet. On ne peut pas le faire pour tous les animaux, c'est même un projet qui a été arrêté. Mais c'est vrai que si on pouvait pousser tous les animaux que nous avions pour avoir des suivis de leur vie, tout simplement, ça serait des données incroyables. Mais là, il faudrait... Ils suivent leur parcours dès qu'ils ont quitté le chêne. Voilà, mais là, il faudrait gagner l'auto, mais on essaye. Mais ça marche pas pour l'instant. Donc actuellement, si vous aviez, on a la caméra, Ouais. et un message à faire passer pour récolter des fonds, Alors, qu'est-ce qui serait urgent? ce qui serait urgent pour nous, c'est de nous agrandir. Parce qu'en fait, on a atteint notre capacité maximale. On est normalement entre 200 et 250 animaux en capacité d'accueil. On a eu plus de 300 animaux en soins simultanés cet été. On a besoin de s'agrandir. Donc c'est vrai que là, on doit faire l'achat d'un terrain, on doit reconstruire des volières. Même si on a des bénévoles MacGyver qui font que la plupart des choses qu'il y a ici, on les a construites nous-mêmes. Il faut acheter le matériel, mais voilà, ça reste quelque chose où si on veut continuer notre mission qui est croissante, c'est-à-dire que l'accueil des animaux, on est dans une exponentielle vraiment impressionnante, il va falloir qu'on s'agrandisse. Et ça, c'est un fait. C'est même plus un rêve, c'est un fait. Il va falloir qu'on y arrive. Ouf. Là, Johanna, on se retrouve dans un lieu bien particulier. Oui. Alors ça, c'est aussi construction bénévole, bien pensée, parce que pour l'animal, il faut régénérer Son instinct son naturel. instinct naturel. Donc là, on se retrouve dans une petite volière. C'est ça. Donc là, vous avez mis un peu de paille, un peu de terre, et le principal, c'est de mettre aussi quelques branches. C'est ça. Donc en fait, on essaye de recréer des milieux naturels dans toutes les volières que nous avons. Donc il y en a une qui va avoir de la terre en sol battu, d'autres qui va avoir des gravillons, d'autres qui va avoir uniquement de l'herbe. Et en fait, mettre l'animal en fonction de son milieu, car ça permet toujours de faire un lien entre l'animalerie qui est à l'intérieur où l'animal est en caisse et l'extérieur quand il sera libre. Donc on se réhabitue au son, on se réhabitue au bruit de la nature, au fait d'avoir froid la nuit, chaud le jour. Donc c'est toute une Donc là, réadaptation. c'est pour ça qu'il y a une partie qui est ouverte, C'est ça. donc avec un filet, Mhm. et une partie couverte. Comme ça permet, s'il fait mauvais temps, Exactement. que l'animal puisse Voilà, c'est ça. Et nous avons Protégé. deux sortes de volières. On a la volière totalement fermée comme celle-ci, où pour le relâcher, on doit prendre l'animal et le relâcher manuellement. Ou des volières qui s'ouvrent, qu'on appelle des volières taquées, où en fait, par exemple, on a 6 pigeons, on va simplement ouvrir la volière et ils vont partir naturellement.
Donc ça permet de moins interagir avec l'animal. Et ils sont moins stressés. Bien sûr. De toute façon, l'objectif c'est de stresser au minimum via une interaction minimum. C'est super. Donc il y a aussi, bon là la caméra ne peut pas rentrer mais il y a un système d'électricité, parce que la nuit, si l'animal est un peu stressé, vous y ajoutez de la musique relaxante. Bien sûr, oui. Oui, des petits sons ambiants. Non, c'est en fait, on a certains animaux qui sont trop fragiles pour être normalement mis en extérieur, mais qui sont beaucoup trop stressés pour être laissés en intérieur. Donc là, c'est l'expérience de nos soigneurs qui va faire, est-ce qu'on le laisse dedans, est-ce qu'on le met dehors. Il vaut mieux le mettre dehors avec une lampe chauffante pour qu'il ait la chaleur de l'intérieur, mais qu'il n'ait pas l'interaction humaine. Donc c'est une lampe type infrarouge. C'est ça, c'est les lampes rouges basiques, voilà, qu'on accroche et puis ça fait une lumière chaude. Et ça donne une chaleur douce à l'animal. Voilà, exactement. D'accord. Bah écoutez, merci pour ces explications. Merci beaucoup. Alors là, nous nous trouvons derrière, cachés, et là, nous filmons avec la caméra des pigeons qui sont en état de repos, et puis ils seront relâchés d'ici quelques semaines. Donc ils sont dans la volière, comme on vous a montré, qui était vide, avec Johanna. Donc on est des privilégiés parce que aucun visiteur ne peut voir ce que nous on découvre avec Johanna à la rencontre de l'association Chêne. Alors là, Johanna, on se retrouve dans une volière alors, qui est beaucoup plus grande. Donc là, vous mettez des oiseaux qui après peuvent partir grâce à cette ouverture. C'est ça, alors là on est dans les PV, donc les petites volières, on était avant dans les PPV, les petites volières, c'est notre système de rangement. Plus étroit. Voilà, là on est vraiment dans un espace beaucoup plus grand, et on est dans une volière taquée, c'est-à-dire qu'une partie de la volière s'ouvre pour que l'animal, une fois qu'il est prêt, puisse s'envoler. Bien sûr c'est que pour les oiseaux, les mammifères on fait des relâchés en boîte, donc des relâchés manuels, mais là ça permet à l'oiseau du coup d'être nourri pendant encore 2-3 jours, le temps qu'il se réadapte à son environnement, puis après, il va faire sa vie. Et des fois, vous me disiez, ils reviennent parce qu'ils n'ont pas trouvé de nourriture dans la nature, donc c'est pas une bonne stratégie après. C'est pas vraiment une notion de stratégie, c'est une notion de fainéantise. Il faut savoir que les animaux ont un objectif, c'est leur énergie. Car l'énergie, c'est la vie. Pourquoi elles s'embêteraient à les chasser si on leur donne à manger? Donc c'est pour ça qu'on les nourrit pendant 2-3 jours, puis après on arrête. Parce que sinon, on en fait des flemmards qui ne veulent plus rien faire. Mais c'est normal, on ferait tous pareil, sincèrement. Eh oui. Donc là, c'est la dernière étape. C'est ça. Là, c'était des chouettes effraies qui ont été accueillis bébés, qui ont été nourris ici, qui ont grandi ici, qui ont conservé leur instinct sauvage grâce à nos protocoles qui sont stricts. Et là, c'était les derniers jours, on a ouvert le taquet, elles sont parties. Donc, c'est fait, voilà, on est content, ils sont partis, tant mieux, donc, bon courage pour elles. Aux prochaines. Voilà, c'est ça. Johanna, on est dans une volière où il y a 3 buses. Donc là, c'est une volière qui est fermée. C'est ça, cette volière est actuellement fermée parce que ces buses sont encore en rééducation. Alors, qu'est-ce qui leur est arrivé? Alors là, du coup, il faut prendre les fiches, donc hop, on va fermer la porte. Hop, donc, sur la porte, sur chaque porte de chaque volière, donc vous avez des fiches qui sont appropriées à chaque oiseau. C'est ça, en fait chaque animal accueilli a une fiche de suivi pour un suivi personnalisé. Donc là on voit sur la fiche de nourrissage espèce buse, donc il y en a 2 types de nourriture. Alors c'est un P. Oui, c'est de la viande de volaille. Viande et volaille. Voilà, ce sont des carnivores. Carnivores. Voilà. Et donc du coup, par exemple, c'est 3, donc on a 2 bondrées et une buse variable, ce sont 2 espèces qui peuvent cohabiter. Et du coup, on a les fiches de suivi qui permettent de savoir depuis quand elles sont là, ce qu'elles ont et ce qu'elles mangent. D'accord. Donc là, ils vont être relâchés d'ici quelques semaines. En fonction de ce qu'elles ont, par exemple, un oiseau qui a une fracture sur laquelle on a posé une broche ou on attend un cal osseux
Puis ensuite, une rééducation des ailes va mettre plus longtemps qu'un oiseau qui a une simple fluxation. D'accord, donc c'est des oiseaux qui ont souvent l'aile de déboîtée. Souvent c'est l'aile, oui. L'aile de cassée. Voilà, choc véhicule ou choc indéterminé, mais souvent c'est des chocs. Des chocs. Ben, merci Johanna. Là, Johanna, on se retrouve encore en extérieur avec une... c'est pas une volière. C'est un enclos. C'est un enclos voilà. Qui accueille les cygnes. C'est ça, alors là nous avons 2 cygnes tuberculés actuellement, mais cet enclos peut également accueillir des chevreuils par exemple. Donc c'est assez variable. En fait, on fait en fonction de ce qu'on a, tout simplement. Il faut savoir que toutes nos infrastructures sont modulables. Donc en fonction des animaux recueillis, on a du coup de la possibilité de les mettre... Alors là, actuellement, ils sont en quarantaine, ils sont malades. Alors là, il y en a un qui a été accueilli pour un problème de mue, c'est-à-dire que ses plumes ne sont pas bien finies. Donc un oiseau qui a des plumes en mauvais état ne peut pas repartir. Donc comme c'est un oiseau qui va sur l'eau, il faut que ça soit perméable. Comme tous les oiseaux qui volent en fait. S'il y a une plume qui est cassée, il vole mal. Donc voilà. Et le deuxième, je sais pas, mais celui-là je le connais pas. Alors parce là, que ça bouge il y a un petit canard qui s'est échappé de quelque part. Hein. Ah non, c'est un canard sauvage. Canard sauvage. Voilà, on a une marque. Donc il est attiré, ils sont attirés et ils viennent se poser. Voilà. Et dit tiens, on va aller faire un petit coucou au chêne. C'est ça, exactement. Donc c'est des cygnes qui sont quand même assez volumineux. C'est ça, et ce sont des animaux qui sont quand même très dangereux parce que la plupart du temps les gens font attention au bec, sauf que c'est aux ailes qu'il faut faire attention. Un coup d'aile d'un cygne peut vous casser la jambe en deux. Ça a énormément de puissance, oui. Parce que en même temps, c'est très lourd un cygne, il faut de la puissance pour s'envoler, donc ils ont des muscles très puissants. Et si un cygne est mal tenu, par exemple par nos bénévoles ou par nos soigneurs, ça peut créer des blessures à l'humain. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec les animaux et qu'il faut avoir suivi une formation. Il faut une certaine connaissance. Exactement. Alors pour devenir soigneur animalier, il y a un diplôme. C'est quelles études? Alors sincèrement, il n'y a pas vraiment d'études. Il y a des diplômes qui commencent un peu à émerger, mais c'est souvent pour être soigneur en zoo. Le soigneur animalier faune sauvage, il faut un certificat de capacité pour pouvoir avoir des animaux sauvages en détention. Et souvent, c'est du bénévolat et de la simple envie. Alors, pour passer ce diplôme de capacité pour s'occuper d'animaux sauvages, on s'adresse où? Alors, il faut faire une demande sur un organisme qui est sur Internet. Alors moi, je ne suis pas capacitaire, donc je ne l'ai pas fait. Mais en fait, il y a toute la démarche sur Internet qui est expliquée. Sinon, vous pouvez vous renseigner auprès de l'UFCS, qui est l'Union française des centres de sauvegarde, qui du coup participe à tout ce qui est jury et puis... tout ce qui est certificat de capacité, en tout cas pour l'obtention du certificat. Alors au moment de la chasse, là, ça va bientôt arriver, vous allez sûrement avoir des oiseaux qui sont plombés, ça arrive fréquemment. Alors, sur cette période-là, voilà. Ça arrive, mais bon, c'est... ça arrive plus fréquemment que leur chasse, c'est sûr. Ouais. Après, il faut savoir que nous, on est non militants apolitisés, donc du coup, que l'animal soit classé chassable, nuisible ou en danger, nous, on a un certificat de capacité pour les avoir, on ne fait aucune discrimination. On va avoir 150 pigeons, on prendra le 151e. On voit l'individu, on ne voit pas l'espèce qui est en danger ou pas. Un pigeon a autant de valeur qu'une buse pour notre association. Donc vous vous occupez de toutes sortes d'animaux, même les nuisibles, donc les rats. Alors les rats non, puisque nous avons un problème des fois avec les rats ici. Oui. Mais par exemple tout ce qui est souris non plus, parce que c'est compliqué aussi à soigner. Mais si on veut parler de nuisibles, nous on n'aime pas trop ce terme, mais si on veut parler de nuisibles, les fouines, on les prend en charge. Les renards, on les prend en charge. Les chauves-souris? Les chauves-souris, on les prend en charge. Mais c'est protégé, les chauves-souris. C'est protégé. Oui. Donc il faut être très prudent dessus. C'est ça. En plus, les chauves-souris, il y a aussi tout ce qui est lié à la rage. Donc il n'y a pas tout le monde qui peut s'occuper des chauves-souris. Il faut être vacciné contre la rage. La rage. Donc, voilà. Alors la rage en France actuellement, est-ce qu'on peut dire qu'on peut se faire mordre par un animal en forêt, par exemple par un écureuil et puis avoir la rage? Alors l'écureuil, la rage non. Les seuls cas de rage, c'est chauve-souris. Il y a très très longtemps, il y avait des cas de rage par le renard, mais ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Sincèrement, en France, la rage, on n'en entend plus parler. C'est juste quelques petits, on va dire, précautions supplémentaires. Donc c'est plus vraiment la prévention. C'est uniquement de la prévention, en tout cas de notre côté. Écoutez, merci de nous avoir accueillis cet après-midi. Et puis je crois que le phoque est arrivé. C'est ça. Donc c'est une femelle. C'est une femelle qui a été nommée Paris, donc qui a été découverte à côté de Deauville. Là, elle est en assez mauvais état. Elle a de la fièvre, elle est très faible.
Donc les 48 heures, les premières 48 heures sont toujours les plus décisives. Donc là, on va être à son chevet pendant les premières 48 heures et puis on va tout faire en tout cas pour lui permettre de repartir. Son état vital est pas Il est il est engagé. en danger. Ah oui, il est engagé là. Tous les animaux que nous accueillons ont leur état vital engagé. Donc on va pas aller la déranger, on va pas aller la filmer parce que on va la déranger. On va la déranger dans 1 heure voilà. pour la prise de température. Donc le fait que vous soyez dans l'enclos ou pas, ça changera rien. Ça fera rien. D'accord. Et ben on ira voir cette malheureuse femelle qui a échoué sur les plages de Deauville. C'est rare, mais malheureusement ça arrive. Alors un appel aux gens. On est sur une plage et on aperçoit une baleine ou un phoque. Quelle attitude on doit adopter? Alors la seule attitude raisonnable, c'est de ne pas s'approcher. Voilà, ce sont des animaux qui peuvent être dangereux, ce sont des animaux qui sont spéciaux. Donc là, il faut contacter les spécialistes. Si vous trouvez un mammifère sur la plage, il faut contacter le RNE, Réseau National d'Échouage. Il y a le numéro sur Internet et là, il va y avoir des personnes habilitées pour ça qui vont venir. Le problème, notamment avec les bébés phoques, c'est que souvent, il y a des ramassages à cause de l'humain. La mère va s'en aller, elle ne reviendra pas chercher son phoque, il y a trop de danger. Donc, il y a des gens qui vont se dire « Oh, on va s'approcher ». Et c'est pour ça que les bébés sont abandonnés. Donc il ne faut pas oublier que les animaux sauvages ont le droit d'avoir notre respect. Et ça, c'est très important. On a c'est une tourterelle? C'est un pigeon. Un pigeon. Oui. Un pigeon. Oui, la tourterelle, c'est blanc. C'est un peu plus clair Un et peu plus plus petit. clair. Et... Ouais. Donc voilà, ça vole. Donc on est en pleine nature ici au chêne. C'est vraiment agréable. Il y a pire comme travail, c'est sûr. C'est pire, oui, d'être derrière un écran d'ordinateur toute la journée. C'est ça. Donc c'est diversifié. C'est ça, on ne fait jamais la même chose un jour sur l'autre. On peut avoir 150 pigeons, ils n'auront jamais la même chose. Donc voilà, c'est ça qui est incroyable, c'est que là, c'était pas prévu qu'on ait un phoque aujourd'hui. Si ça se trouve, on en aura un autre dans 3 jours. Si ça se trouve, on n'en aura pas. Enfin, on ne sait jamais. C'est quand on accueille un animal, est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il va survivre ou non, on ne sait pas. C'est aussi un peu frustrant parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. On va tout faire pour qu'ils y arrivent, mais il y a des fois, c'est pas que dû à nous. Il ne faut pas oublier que l'animal qui est accueilli a vécu un traumatisme, sinon il ne serait pas chez nous. Donc nous, on est vraiment la dernière chance pour les animaux. Par contre, on fait toujours tout ce qu'on peut, ça c'est sûr. Alors vous accueillez aussi les scolaires avec leurs professeurs et après le professeur peut redévelopper son cours avec ses élèves. C'est ça, voilà, on a toute une logique. Et faire toute une éducation voilà. Derrière. On a toute une logique pédagogique et de sensibilisation et surtout on a un mot d'ordre, c'est les enfants, vous trouvez un animal blessé, on est là. L'accueil est gratuit, il faut juste nous apporter l'animal parce qu'on ne peut pas se déplacer, on n'a pas les moyens humains, mais l'accueil est gratuit, on vous donnera de ses nouvelles. Voilà, c'est vraiment, il y aura un suivi, on fait en sorte que les découvreurs sachent ce qui est arrivé. Par exemple, toutes les fins d'année, on envoie une lettre aux personnes pour lesquelles l'animal a été relâché, pour qu'ils puissent savoir que grâce à eux, cet animal a survécu. À telle date, voilà, il a été relâché et maintenant il est dans la maintenant, nature, il voilà. voyage. À lui de jouer, c'est ce qu'on dit toujours, jouer, bon courage. Donc nous, on t'a donné une deuxième chance, c'est à toi de la saisir. Donc voilà. Donc, merci. Alors là, le journal de l'équipé. En fait, on est en quarantaine, donc tout est strict en termes d'hygiène. Par contre, on ne va pas pouvoir beaucoup parler. On va pouvoir beaucoup parler. Le mieux, ce serait de faire une conférence comme ça. Parce que la concentration animale, on n'aura pas le temps d'expliquer.
micro maintenant. Tu me dis quand je verse. C'est bon. Je te laisse. Vas-y, micro. C'est moi qui gère. Il reste encore un peu. C'est fini. Tu repasses un coup ou ça? Oui, merci. C'est parce que je suis pas très à l'aise devant. Alors là, c'est la préparation de nourriture. C'est la nourriture pour les enfants. Je sais pas, je suis pareil. Alors si vous voulez, on a le nourrissage des phoques en piscine qu'on va faire tout de suite. Les pauvres, ils doivent pas comprendre ce qui se passe là. Alors là, tout à l'heure, Johanna, on était à l'intérieur, on a assisté à un gavage, donc de la femelle qui est arrivée en mauvaise posture. Donc là, vous êtes en train de la régénérer au niveau... Alors on a fait une intubation, donc c'est-à-dire qu'on a simplement mis du réhydratant. L'objectif est qu'elle se réhydrate le plus possible. On va la laisser à jeûne les premières heures pour s'assurer qu'elle n'a pas de problèmes intestinaux. Donc on fait par intubation puisque l'animal ne peut pas se nourrir seul lorsqu'il a subi un choc ou qu'il est en détresse. Donc on met un tube directement à l'intérieur de la gorge et que l'on va faire doucement
avaler. Donc c'est comme une sonde gastrique. C'est une sonde en fait, oui, c'est exactement la même chose. Donc là, elle est nourrie avec une sorte de glucose. Alors là, en effet, c'est du réhydratant, donc c'est de l'eau qui a été réhydratée expressément pour ça. Si je ne me trompe pas, c'est du réhydratant pour bovins que l'on peut se procurer chez le vétérinaire. Et puis, si tout va bien, dès demain, normalement, on la passe à la bouillie. Donc du poisson qui est mixé en bouillie avec du réhydratant pour lui permettre de prendre du poids, mais surtout d'aller mieux. Donc là, actuellement, on voit le nourrissage des 3 phoques qui sont aussi malades. Alors eux, quand ils sont arrivés, ils étaient bébés, donc dans le même état que Paris qui est actuellement en quarantaine phoques dans notre centre. Donc elles ont subi exactement la même chose, retrouvées en détresse, faibles, trop petites ou trop maigres, avec de la température ou en hypothermie. Et là on voit bien que elles nagent très bien. Leur seul objectif aujourd'hui, c'est de grossir et de grandir jusqu'à la mi-octobre où on pourra les relâcher. Donc là, ils ont eu des sardines. Alors là, ce sont des harengs. Des harengs. Des harengs que nous achetons frais, congelés. Voilà. Congelés. On les achète congelés, on les fait décongeler et ils ont du coup du poisson frais une fois par jour. Alors ça mange à peu près combien de harengs à la journée? Alors nous, on donne en surplus. Tout simplement, l'objectif, c'est qu'ils mangent rapidement. Donc ça dépend aussi de leur objectif de croissance. Mais on peut aller jusqu'à 10 kg, 12 kg pour 3 phoques. Mais il faut savoir que dans la nature, c'est quasiment moitié moins. Hein. Alors là, on a... C'est qui vient nous rendre visite là, devant la caméra? Il faut pouvoir lire la bague. Donc vu qu'elle est dans l'eau, c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc là, ce n'est pas dans un objectif de venir nous voir, on n'est pas du tout dans ça. C'est juste que là, elles font leur vie, tout simplement. Donc c'est comme si ils étaient dans leur état naturel. C'est ça. Alors là, nous, c'est de l'eau douce. C'est vrai que normalement, les phoques sont en eau de mer, donc eau salée. Mais c'est assez courant maintenant de voir des phoques en rivière ou en fleuve. Donc ce n'est pas choquant. Donc on peut très bien en trouver en baie de Seine et bien même dans la Seine. Ah oui, oui, il y en a un que nous avons récupéré à Pont-de-Mer il y a quelques années, qui s'était perdu dans la Rille. Donc il avait remonté. Il avait remonté, exactement. Et donc là, on est en train de faire le nettoyage, car la grosse partie de nos journées, c'est le nettoyage. C'est le nettoyage à chaque fois, désinfection. Alors le désinfectant, on essaye de minimiser au maximum, parce qu'on essaye de garder une logique saine et surtout écologique. Donc là, c'est nettoyage à l'eau, au savon et surtout à l'huile de coude. Beaucoup d'huile de coude. Beaucoup d'huile de coude, énormément d'huile de coude. Eh bien, écoutez, Johanna, je vous remercie de nous avoir accueillis. Et puis, dès que vous avez un événement, oui, n'hésitez pas à nous contacter, voilà. Et on reviendra vous voir. Et même pour un lâcher, on ira les voir repartir. Voilà. Donc sur Yport, ça se fait? Alors, il y en aura un sur Yport. On n'a pas encore la date parce qu'on le saura 3 semaines à l'avance, mais on vous invitera avec plaisir. Eh bien, écoutez, TV76 Pointe de Caux est partenaire du chêne. Et à chaque événement, n'hésitez pas à nous contacter. Eh bien, parfait. On part là-dessus. Merci. Au revoir. Au revoir.